Bienvenue dans le podcast du partage, le podcast qui s'adresse aux aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Ça y est, la saison 3 du podcast est lancée. Et aujourd'hui, c'est la chronique. Vous allez pouvoir écouter Laurine qui vient de rejoindre l'équipe des chroniqueuses et c'est elle qui se lance pour le premier épisode de l'année. Il faut savoir que Laurine est musicienne et joue de la flûte traversière. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. Bonne écoute! Bonjour à tous! Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. Pour mon premier podcast, je voulais vous parler d'un sujet qui rythme notre vie de tous les jours, de tout âge, la musique. Mais plus particulièrement, l'articulation. Que dis-je? L'harmonisation entre la musique et nos émotions. La musique nous offre un panel de bienfaits sur la mémoire, la coordination, la concentration, l'apprentissage, etc. En effet, Emmanuel Bigan, professeur-chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Bourgogne, parle de symphonie neuronale. Cette jolie expression traduit le fait que la musique prend une place énorme dans notre cerveau, faisant activer des zones dispersées du cerveau. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur la relation étroite entre la musique et les émotions. Comme le dit si bien Emmanuel Kant, philosophe allemand, la musique est la langue des émotions. Elle influe sur nos émotions, notamment certaines caractéristiques musicales telles que le tempo. Une musique, une chanson, avec un tempo plutôt lent, amènera une sensation de sérénité, de calme, parfois même de mélancolie ou de tristesse. Par exemple, la musique classique, musique zen, peut être un bon moyen pour des personnes ayant des troubles du sommeil pour se relaxer, se détendre avant d'aller dormir. Alors qu'un tempo plus rapide entraîne de l'excitation, de la colère ou bien même de l'euphorie. Le mode du morceau peut aussi influencer. En effet, avec des accords mineurs, on peut ressentir des émotions plutôt tristes, alors qu'avec des accords majeurs, on serait beaucoup plus joyeux. La mélodie du morceau. Par exemple, une mélodie où les harmonies sont complémentaires nous feront sentir détendus, apaisés, alors qu'une mélodie avec des harmonies discordantes nous feront sentir énervés, excités, voire mal à l'aise. Enfin, le rythme joue un rôle important. Un rythme doux et régulier, par exemple le zen, provoquera sérénité. Un rythme brutal, par exemple rock, provoquera colère ou excitation. Et un rythme varié, par exemple musique de film, chanson, provoquera plutôt de la joie, ce qui peut aussi amener à faire des petits pas rythmés comme la danse. Je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. En 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup. Deux chercheurs, Ghislain et Bastjal, ont essayé d'identifier, de définir réellement ce qu'il se passait en nous. Ils ont développé un modèle de 8 façons dont la musique peut susciter une émotion, appelé le modèle Bregvema. Premièrement, le réflexe du tronc cérébral, c'est-à-dire que ce dernier perçoit la musique comme un signal d'un événement important. C'est pour cela que l'on parle de réflexe. Par exemple, un son soudain, fort ou rapide peut induire une excitation ou un désagrément chez les auditeurs. Deuxièmement, l'entraînement rythmique, où le rythme d'une musique peut influer sur le rythme interne du corps, tel que le rythme cardiaque, qui ce dernier peut s'ajuster pour se rapprocher au plus près du rythme de la musique. Troisièmement, le conditionnement évaluatif, où la musique peut être associée de manière répétée à un événement positif ou négatif. Par exemple, un morceau ou une chanson peut être attribué à un souvenir heureux, première rencontre avec un meilleur ami. Au fil du temps, à force de répétition, la musique finira par évoquer la même émotion, même en l'absence d'interaction amicale. Quatrièmement, la contagion émotionnelle, où l'auditeur perçoit l'expression émotionnelle de la musique et imite cette expression en interne par les muscles, avec la danse par exemple. Cinquièmement, l'imagerie visuelle, où quand la musique peut nous faire évoquer des beaux paysages, tels que la mer, la montagne, etc.
Sixièmement, la mémoire épisodique, où la musique est associée à un événement particulier de sa vie, comme par exemple la musique de danse au mariage. Septièmement, l'attente musicale, c'est-à-dire qu'on devine la suite musicale, soit cela confirme nos attentes ou non. Dernièrement, le jugement esthétique, qui est quelque chose de beaucoup plus subjectif en fonction de nos attentes personnelles. La musique réunit, que l'on soit grand ou petit, c'est un langage universel. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on écoute de la musique. Mais ce qui est sûr, c'est que la musique peut être un bon moyen pour agir sur le moral des personnes, être un remède pour les coups de blues et stimule l'optimisme. Elle peut s'avérer utile pour améliorer la communication et lutter contre des comportements dépressifs. Pour les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer verbalement, la musique permet de s'exprimer corporellement et faire passer des messages. Pour conclure ce podcast, qui je l'espère vous aura plu, voici une petite citation de Wagner, compositeur allemand. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Merci de votre écoute et à bientôt sur le podcast du Bartage. Et oui, l'épisode se termine. Mais vous pouvez le réécouter à l'infini sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes qui le proposent. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sous le nom du podcast du Bartage. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et une nouvelle rubrique. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite.